When you join vMug, you join a network of more than 100,000 VMware users and partners from around the world who, like you, are eager to learn the latest technology, to connect with other industry leaders, and to develop professionally in this ever-changing competitive business. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session VMware User Group Maroc. J'aimerais juste préciser que le recording de cette session est déjà lancé pour pouvoir publier la vidéo sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Je vous informe aussi qu'à la fin de la session, nous ferons un quiz simple de 5 questions pour faire gagner 3 personnes et pour aussi vous encourager à rester avec nous jusqu'à la fin. J'en profite pour remercier Adil Yarkouti qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui pour ses efforts et ses contributions habituelles. Voilà, Adil, si tu m'entends. Oui, Amine. Donc, je te donne la main, tu peux commencer quand tu veux. Merci, Amine. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la HCI, Hyperconverged Infrastructure de VMware. Je me présente, je suis Adil Yarkouti, je suis instructeur VMware et j'occupe le poste d'avant-vente chez Westcon. J'ai passé un message sur un canal. Voilà, donc Pre-Sales Engineer chez Westcon comme store, donc c'est un distributeur sur le Nord-Afrique. Donc, comment moderniser en fait votre IT, votre infrastructure. Donc, HCI est considéré comme un moyen intéressant pour, bien sûr, moderniser votre data center afin donc de répondre à certains besoins. Donc, pour simplifier encore plus pour vous la notion de l'hyperconvergence, on va commencer par du vSphere. Donc, tout le monde connaît vSphere. Donc, c'est l'hyperviseur qui permet en fait généralement donc, de héberger des machines virtuelles et actuellement héberger des containers également, donc pour tout ce qui est Cloud Native Application. Donc, cet hyperviseur, il est leader sur le marché donc des solutions de virtualisation et tout le monde, bien sûr, cherche à l'adopter au niveau de leur établissement ou entreprise. Donc, vSphere a donné plusieurs avantages aux entreprises, notamment le coût intéressant pour héberger des machines virtuelles au lieu d'avoir des data centers énormes avec des machines physiques, d'accord, et tout ce qui est représenté en termes de coûts CAPEX ou OPEX qui sont énormes avec des machines physiques, que ce soit pour le data center, pour le refroidissement, la gestion du data center, donc chose qui est un peu va représenter des coûts énormes pour l'entreprise. Donc passer à la virtualisation à travers vSphere a fait gagner beaucoup de choses pour les départements IT. Donc le fait de passer d'un ce qu'on appelle un data center traditionnel vers un data center virtualisé avec du vSphere de VMware, donc ça a donné beaucoup d'avantages et de gains pour les départements IT. Donc aller vers d'autres horizons en virtualisant également le stockage était bien sûr la réflexion de VMware depuis longtemps. Donc il y a 6 ans, à peu près avant, avec le lancement de vSAN, il y avait vraiment une réflexion énorme par rapport à cette technologie. Une fois lancée, d'accord, ils ont trouvé que effectivement tout le monde va vers cette solution qui est de l'hyperconvergence, c'est converger la gestion du CPU, du stockage, donc de la mémoire, sur un seul interface d'administration qui est vCenter. Et là, je peux dire que vSAN avec vSphere, il représente une solution complète pour la gestion de toutes ces ressources
sur un seul interface d'administration et bien sûr d'une manière convergée. Donc, arrivé à ce stade, donc vSphere et vSAN, tous les deux, ils donnent bien sûr beaucoup, plusieurs avantages comme je viens de dire, et on va bien sûr développer encore plus les avantages et les bénéfices que vous pouvez tirer de cette plateforme. Donc, avant de passer à tout ce qui est donc, avantage de vSAN, vous allez remarquer sur le slide qu'il y a plusieurs contraintes que le département informatique ou infrastructure donc, rencontrent généralement quand ils veulent passer à moderniser leur infrastructure. Donc, actuellement, avec la pandémie, comme vous connaissez, il y a trop de demandes par rapport à tout ce qui est ressources IT, d'accord? Parce que tout le monde travaille à distance avec le confinement. On va se déconfiner donc régulièrement donc, au fur et à mesure. Mais sachez que tout le monde va vers le travail à distance. Donc, plus de demandes de ressources, pas uniquement avec le confinement, mais généralement pour moderniser et tirer profit en fait du département informatique et répondre efficacement à plusieurs besoins. Donc, c'est le département infra ou le département IT qui va être bien sûr le relais pour passer vers ce stade. Le cloud public, donc c'est vrai que vous, donc ici au Maroc ou au Nord-Afrique, généralement, le cloud public n'est pas très sollicité, d'accord? Mais ça reste bien sûr une alternative intéressante pour certaines entreprises pour consommer ou payer ce qu'ils consomment. D'accord? Donc, du public assez conséquent avec bien sûr l'évolution des besoins, l'évolution des technologies et l'évolution bien sûr du marché. Donc, comment s'adapter avec donc, cet avantage, on peut dire, qui est présent sur le marché, donc en adoptant bien sûr des infrastructures qui peuvent être alignées avec ce qui est donc présent et offert à travers les clouds du public. La prolifération des applications Next Generation ou les Cloud Native Applications, d'accord, ou les microservices. Donc, ce sont bien sûr des applications développées d'une manière beaucoup plus intéressante que les applications traditionnelles. Cette approche est assez intéressante puisqu'il offre beaucoup d'avantages. On va les présenter tout à l'heure. Donc, comment peut-on avoir des infrastructures, des plateformes qui sont adaptées à ce genre de développement, à ce genre d'application? Donc, ce sont les contraintes actuelles et ou les points à traiter pour dire qu'une plateforme est assez intéressante ou elle est prête pour recevoir des charges de travail, des applications, donc des gestionnaires de conteneurs. Donc, chez vous, au niveau de vos entreprises, au niveau de vos établissements, est-ce que vous êtes prêt à passer à ce stade ou non? Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Comment peut-on arriver à ce niveau de traitement, à ce niveau de solution, si on n'est pas ou si on n'a pas les prérequis nécessaires pour les avoir? Donc, on peut dire qu'une architecture traditionnelle actuellement, c'est pas uniquement une architecture qui se compose de machines physiques reliées à du réseau, reliées à du stockage externe, gérées sans hyperviseur. On peut dire que l'architecture traditionnelle, c'est qu'il y a déjà un hyperviseur dessus, la virtualisation, mais il y a la notion donc, de silo, d'accord, et de séparation entre les différentes couches d'une infrastructure ou d'une plateforme virtuelle. Ça, c'est actuellement en fait une architecture traditionnelle.
D'accord? Avec de l'hyperviseur, avec donc, du compute, CPU mémoire, du stockage externe, du réseau du stockage, ça représente une architecture traditionnelle. Donc, cette architecture actuellement, il est, généralement, il est compliqué en termes de management. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intervention d'un administrateur de stockage, l'intervention d'un administrateur réseau et stockage, et l'intervention d'un administrateur de VMware ou de la virtualisation. Donc ça, en termes d'intervenants. On peut rajouter également que derrière, il y a plusieurs interfaces, il y a plusieurs skills ou compétences donc, que ces personnes doivent avoir pour pouvoir gérer une plateforme pareille. Sans oublier bien sûr le coût ou le CAPEX par rapport à ce genre de plateforme qui sont généralement avec un CAPEX qui n'est pas facile à avoir. Et ces investissements, généralement, ils sont sous contrôle des directions. Donc, pour les faire passer, on devrait avoir beaucoup de validation et bien sûr d'approval avant d'arriver à ce stade d'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, la majorité des départements avec la crise actuelle, donc ils pensent à passer à tout ce qui est cloud public, mais est-ce qu'ils sont prêts à passer au cloud public pour héberger leur charge de travail ou leur application ou leur gestionnaire de conteneurs, par exemple? Donc ça, c'est une question à poser. On va essayer de répondre au fur et à mesure. Et il est inflexible. C'est tout à fait normal parce que tout simplement, il n'y a pas cette notion d'agilité. Je ne peux pas intervenir rapidement. Même si à l'époque, on se disait qu'effectivement, on pourrait, à travers l'automatisation, donc de générer, bien évidemment, des charges de travail rapidement, en quelques secondes. Donc, c'est vrai, mais ça reste bien sûr l'intervention de tout ce qui est gestion du stockage, gestion du réseau, etc., etc. Un point qui pénalise un petit peu et ralentit ces opérations. Donc, du coup, arriver à ce stade d'automatisation et d'orchestration à 100%, il rencontre des obstacles relativement fortes actuellement avec ce genre d'architecture. Donc, ça représente bien sûr les contraintes qu'on devrait bien sûr dépasser et régler au fur et à mesure. Sans oublier la cohérence. Est-ce que ça existe entre, bien sûr, une plateforme traditionnelle, une architecture traditionnelle et, bien sûr, le fait d'aller vers le cloud public? D'accord? Est-ce qu'il y a une cohérence en termes de charge de travail, d'application? Est-ce que les applications que je suis en train de développer au niveau de mon entreprise sont capables d'être hébergées chez un provider de service ou un cloud public? Donc, généralement, ce n'est plus le cas si vous êtes sur des applications traditionnelles, monolithiques. Il faut passer par le replatformer, donc plateforme ou replatformer, d'accord, votre application, votre charge. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, des efforts pour arriver à ce stade, pour la faire pour qu'il soit compatible avec votre cloud public ou le cloud public que vous comptez bien sûr ajouter à votre environnement de travail. Il y a des problématiques énormes puisque il y a deux compétences différentes qu'on devrait avoir au niveau de l'entreprise. C'est les compétences qui peuvent gérer tout ce qui est cloud avec toutes les opérations qui vont dessus. Et également, donc, avoir une équipe ou des compétences qui sont en promesse avec, bien sûr, les architectures traditionnelles. Donc, ça représente, bien sûr, des coûts supplémentaires parce que ces équipes-là doivent être formées, doivent être, bien sûr, séparées
et avoir bien sûr des départements différents pour pouvoir gérer donc ce contexte. Donc, l'incohérence également au niveau opérationnel, l'incohérence côté compatibilité, bien sûr, ça, c'est généralement ce que vous allez remarquer au niveau du marché ou ce que vous connaissez déjà chez vous si vous êtes sur des entreprises ou chez des entreprises ayant ce contexte mis en place chez eux. Donc, en termes d'application, donc voilà, les organisations cherchent à passer vers de microservices ou des applications cloud natives. D'accord? Ces applications donc, qui sont traditionnelles ou monolithiques, généralement représentent plusieurs obstacles. Bon, puisque une application qui est développée en monolithique, c'est un seul code par rapport à toutes les tâches, tous les objectifs de l'application. D'accord? C'est un seul projet qui regroupe pratiquement plusieurs stades, plusieurs niveaux donc, au niveau de cette application. Ça rend la maintenance, ça rend le support, ça rend en fait tout ce qui tourne autour de ce code d'application très rigide et très difficile à gérer, d'accord? Ce qui rend en fait les projets de développement prennent beaucoup de temps à être délivrés chez les clients finaux. Donc derrière, ça représente le passé, d'accord? Les gens cherchent à passer à autre chose, c'est la gestion donc, des applications en microservices, d'accord? Ce sont des applications qui sont séparées en termes de code. Il y a des codes pour des projets par rapport à cette application et d'autres codes pour, bien sûr, autres tâches au niveau de la même application. Je peux donner un exemple pour simplifier encore plus en fait, l'explication. Comme ce que vous connaissez au niveau de la construction automobile, donc la motorisation en Allemagne, la construction de la carrosserie, par exemple en France ou au Maroc, tout ce qui est câblage et sur compagnie en Inde ou en Asie. Donc, ça représente généralement donc, le meilleur exemple qu'on peut donner par rapport à ce genre d'application. D'accord? Donc, le développement des applications passe de la même manière. Il y en a ceux qui se concentrent sur un code, sur une partie, et d'autres sur d'autres parties peuvent être séparés donc, géographiquement. Et bien sûr, à la fin, quand ils réunissent en fait les différentes parties du code, on se retrouve avec une application qui répond aux besoins donc, d'une manière très efficace. Donc, en termes de développement, ce genre d'approche qui est les applications microservices, c'est la base en fait donc de la notion des containers. Et les containers, ils sont gérés également ou administrés au niveau de la plateforme vSphere avec le Cloud Foundation, d'accord? Ou sur l'entreprise, j'imagine, je pense. Je ne suis pas sûr, mais derrière, il y a la notion de gestion des conteneurs et gestion donc, des applications microservices. Et ça, c'est l'approche que les développeurs et les sociétés de développement vont donc chercher, ou ils cherchent actuellement, ou qui adoptent actuellement. Donc, du coup, il faut bien sûr s'adapter avec ce genre de plateforme. Donc ça, la solution ou bien sûr comment on peut répondre à toutes ces contraintes, d'accord? C'est à travers, bien évidemment, une architecture qui va simplifier donc, toutes ces opérations, qui va être adaptée aux besoins du marché en termes, bien sûr, des applications cloud native application, tout ce qui est gestion du cloud hybride, ça veut dire cloud privé avec du cloud public, d'accord, et l'adaptation et donc s'aligner en termes de technologie avec le cloud public.
et bien évidemment avoir un coût qui n'est pas énorme en termes d'investissement et également en termes d'exploitation de coût OPEX, qui va être bien sûr un point très très important au choix de cette technologie. Et bien sûr, arriver à moderniser votre plateforme, votre infrastructure. Donc, sur la partie à gauche, vous voyez toujours l'architecture en silo. Donc, vous voyez storage networking, compute, virtualisation qui sont séparés, compliqués donc, à gérer et bien sûr qui demandent donc, des équipes énormes pour l'administration. Passer à l'hyperconvergence, c'est converger la gestion des ressources CPU et mémoire, puis rajouter la couche stockage, et puis donc tout ça sera géré à travers ou à partir d'un seul point de management et d'administration qui est vCenter. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner à travers ce passage-là? On va gagner premièrement en termes donc, de temps donc, consacré à l'administration du stockage. On va gagner jusqu'à 51% donc, de temps consacré à la gestion du stockage. Donc, si on passe à tout ce qui est vSAN. En termes de ROI, Return Over Investment, c'est 259% en termes de Return Over Investment. Ça veut dire que si j'investis un montant, je peux gagner en retour 3 fois ou 2 fois 0,5 en fait en termes de pourcentage. En termes des I/O et en termes de performance de lecture-écriture au niveau du stockage, vous avez sur un cluster, puisque le vSAN il peut aller jusqu'à 64 nœuds au niveau d'un cluster au maximum, il peut donner ou offrir 9 millions d'IOPS au niveau de ce cluster en termes de lecture et en termes d'écriture. Ce sont des I/O donc, assez forts pour pouvoir donc, gérer donc, les écritures et les lectures au niveau du stockage. Ça, si vous êtes sur des disques SSD ou des plateformes NVMe au niveau des serveurs, vous pouvez arriver à ce genre de traitement. Donc ça représente bien sûr des statistiques ou des études qui ont tiré ces résultats et qui ont donné ces résultats. Généralement, quand on parle de l'hyperconvergence à travers la solution vSAN, c'est que moi, en termes d'investissement, je ne vais pas parler en fait de ce qui est administrateur de stockage ou baie de disque externe ou gestion de LUN, création de volume, création de LUN, gestion de LUN, masking, le zoning, etc. en termes du réseau du stockage, etc. Donc tout ça, ça va être éliminé avec du vSAN. On va parler uniquement de vCenter, aller sur le cluster, les paramètres cluster, activer l'option vSAN et appliquer une policy donc, de stockage pour pouvoir gérer votre stockage d'une manière très, très simple. L'idée à travers l'hyperconvergence également, c'est pas se concentrer sur le stockage lui-même, d'accord? Puisque traditionnellement parlant, si on parle du stockage, c'est préparer un LUN, préparer un volume, puis le présenter au niveau de votre infrastructure serveur ou hyperviseur pour le préparer en tant que data store. Au niveau de vSAN, c'est plus le cas. On va se concentrer sur l'AVM et sur les besoins de l'AVM ou sur le disque virtuel de la machine et les besoins du disque virtuel de la machine. D'accord? Donc, tout ce qui est politique appliqué au niveau vSAN, il va s'intéresser aux besoins de la machine. D'accord? Si la machine a besoin donc, de fréquence de lecture-écriture ou bien d'une protection importante, c'est au niveau de la machine virtuelle, au niveau du disque, on va faire ça. Donc, on dépasse de loin ce qui est donc, offert au niveau du stockage externe, parce que le stockage externe s'intéresse à la LUN en entier. Et la LUN en entier, c'est une partie
d'un data store, ou bien c'est un data store qui contient plusieurs machines virtuelles. Donc, par conséquent, si vous faites une opération ou si vous voulez avoir donner de la vitesse et donner à une machine virtuelle plus de performance lecture-écriture côté stockage, il faut la mettre sur un LUN ou sur un data store en entier et sur ce data store en entier qu'on va faire les politiques d'amélioration du stockage. C'est plus le cas avec vSAN et ça, c'est concentration où il est centré sur la VM et sur le besoin de la VM. C'est un point très, très important en termes d'administration et de gestion, ce qui n'est pas disponible au niveau des stockages externes. Tout ce qui est coût, on en a parlé. Tout ce qui est complexité, on en a parlé. Tout ce qui est management, on en a parlé. Tirer profit des améliorations en termes des IOPS. Donc ça, vous ne pouvez pas l'avoir avec du stockage externe ou du stockage en silo à travers, bien sûr, ce que vous connaissez traditionnellement parlant. Pourquoi? Parce que vous êtes limité au contrôleur de l'abeille, d'accord, ou de contrôleur actif-actif de l'abeille. Donc, c'est limité. Donc, on peut dire qu'on peut avoir des IOPS énormes au niveau des contrôleurs, mais il a un coût énorme. Au niveau vSAN, plus que vous ajoutez des serveurs, à travers les cartes réseau de ces serveurs ajoutés, on aura plus d'IOPS rajoutés. D'accord? Donc là, côté stockage externe et traditionnel, si vous voulez rajouter du stockage, vous rajoutez des disques. Si vous êtes limité, vous rajoutez des baies. D'accord? Entier. Par contre, chez vSAN, quand vous rajoutez un serveur, vous rajoutez du disque, vous rajoutez du CPU, de la mémoire, et n'oubliez pas, vous rajoutez des IOPS également. Donc ça représente un avantage énorme de l'hyperconvergence face à l'architecture traditionnelle. Sans oublier, bien sûr, ce qu'on a cité tout à l'heure, les contraintes qu'on est en train on est en train de régler. Donc l'hyperconvergence va être bien sûr la solution et on va en parler au fur et à mesure. Donc vSAN, quels sont les avantages de vSAN qui ont été touchés par les consommateurs, par les clients, d'accord? Donc les clients qui ont déjà implémenté vSAN et l'hyperconvergence chez eux, ils ont remarqué plusieurs avantages. Donc généralement, certains clients, plus que 50% de clients, ils voient qu'il y a plus de performance sur des plateformes hyperconvergence vSAN qu'auparavant. Plus de flexibilité côté évolutivité de votre plateforme. Donc, ça ne pose pas de problème en rajoutant un serveur. Donc, en rajoutant un serveur au niveau de votre cluster, vous rajoutez également, automatiquement, du disque, de l'IOPS, CPU et mémoire, et d'une manière très facile. D'accord? Donc, ce n'est pas très compliqué. Tout ce que vous connaissez au niveau de l'ajout d'un serveur, au niveau de l'hyperviseur, au niveau d'un cluster, vSphere, c'est automatiquement valable pour vSAN, puisque vSAN fait partie de l'hyperviseur et bien sûr du noyau. En rajoutant, c'est juste une option à activer avec une licence, bien sûr. Donc, rajouter du disque, rajouter des serveurs, c'est automatiquement, vous faites de l'évolutivité au niveau de votre plateforme et c'est simple comme vous le connaissez. 54%, c'est très intéressant. Ils s'adaptent, ils ont l'habilité d'étendre leur vSAN depuis la plateforme locale on-premise vers le public cloud. Donc ça veut dire que au niveau du public cloud qui est adapté à ce genre d'environnement, on peut héberger les mêmes machines virtuelles, les mêmes charges de travail, d'une manière très simple. Et ça ne pose aucun problème puisqu'il y a de la compatibilité partout. D'accord? Et sachez que c'est à travers le même interface d'administration qui est vCenter, vous pouvez gérer et la plateforme on-premise et la plateforme en cloud public. Donc, aller vers l'hyperconvergence,
c'est d'aller vers la modernisation de votre plateforme et bien évidemment l'ouverture au cloud public si vous comptez bien sûr s'ouvrir sur le cloud public. En termes de sécurité également, vSAN, il a donc la native encryption qui est inclus avec la solution qui permet en fait de crypter les datas qui sont ou qui circulent au niveau des disques. Sans oublier que vSphere également, il offre la partie cryptage donc, au moment, donc, sur les opérations de vMotion entre les serveurs. Donc ça représente également un point que les clients ont touché donc, au niveau de la plateforme vSAN quand ils ont adopté ce genre de solution. Bien sûr, 36%, les coûts, en termes de coûts, ils voient qu'ils ont gagné beaucoup de choses en termes de coûts. 34%, ils voient que le management unifié, donc à partir d'un seul point d'administration, c'est assez intéressant pour eux, ce qui facilite la tâche pour les administrateurs et bien sûr, ce qui représente un point positif par rapport à la solution. 31%, ils voient qu'ils peuvent se familiariser rapidement avec les opérations et les outils VMware. Et il y a une cohérence donc, qui facilite leur vie, qui facilite leur tâches donc, quotidiennes, quoi. Donc, vSAN, c'est la solution de VMware par rapport au Software Defined Storage. D'accord? Il s'appuie essentiellement sur le principe d'avoir minimum 2 nœuds, d'accord? Et maximum 64 nœuds au niveau d'un cluster. Donc, à 2, généralement, c'est le minimum qu'on pourrait avoir, même si au niveau de la documentation VMware, il parle bien sûr de minimum 3 pour avoir une forte redondance ou fiabilité au niveau de ce cluster. Mais avec 2 nœuds, on peut mettre en place un cluster vSAN et bien sûr bénéficier d'un data store de type vSAN. Donc, comme je disais, 3 nœuds ou 2 nœuds minimum vers 64 nœuds. Donc, je peux avoir un data store de type vSAN sur la base de quoi? Sur la base des disques internes de ces serveurs. Donc, vous voyez que là, on parle de vSAN, mais il y a toujours une liaison avec vSphere et bien sûr, la notion de manageabilité et donc de management à travers vCenter. Donc, ces 3 éléments, donc, on peut rajouter NSX et la partie automatisation pour le Cloud Foundation pour ceux qui veulent mettre en place un cloud privé chez eux. Donc, ça représente bien sûr un point également à citer. Mais là, on se concentre plus particulièrement sur le vSAN. vSAN avec vSphere, c'est le même noyau, c'est le même hyperviseur. vCenter, il permet en fait l'administration, activer la licence et l'option et travailler donc directement sur vSAN. À quoi consiste vSAN? C'est pratiquement des disques internes de type HDD ou de type SSD ou NVMe. D'accord? On peut avoir un mix entre HDD et SSD, mais le SSD, donc le cache, donc pas jouer le rôle de cache. Si vous allez vers du SSD, donc Full SSD, SSD, Full SSD, généralement, c'est ce qui est recommandé généralement chez VMware. C'est pas recommandé, mais de préférence d'avoir du SSD, Full SSD pour tirer le maximum de profit de votre data store vSAN en termes de performance. D'accord? Voilà. Vous voyez ici, on a donc il s'exécute sur du x86. x86 serveurs, ce sont des plateformes serveurs les mieux placées pour les applications, pour
donc un travail léger ou un travail pour les entreprises, quoi. Donc, généralement, il représente une liaison, donc, on dit, donc prix ou qualité-prix, quoi. Il présente en fait une solution ou bien un serveur, une plateforme intéressante pour la gestion de vos applications. C'est pas trop cher et ça répond donc, efficacement aux besoins de l'entreprise. Donc, sur des disques SSD ou avec des disques SSD ou des disques HDD, vous pouvez mettre en place, bien sûr, et enregistrer, stocker vos datas, donc d'une manière que vSAN peut gérer, donc d'une manière automatique. Il suffit juste de choisir la politique, de choisir la notion de sécurité, de protection que vous voulez mettre en place, et c'est lui vSAN qui va se charger à gérer les datas et la redondance entre les différents disques pour présenter bien évidemment un data store hautement disponible en termes de data. Il offre Enterprise Grade Security, Scale and Performance. Il arrive bien sûr à gérer ou à mettre ou à héberger des machines virtuelles très critiques. D'accord, on verra tout à l'heure que vSAN, il permet en fait de gérer des applications Tier 1, des applications donc, qui sont très critiques au niveau de l'entreprise. Et c'est plus le cas. Donc, il y a 6 ans, là, on travaillait uniquement avec du VDI, avec donc, des environnements test. Là, il arrive à gérer donc, des applications critiques. Les policies ou les politiques qui sont déjà préparées, que vous pouvez bien sûr utiliser et appliquer au niveau de votre configuration, ils s'adaptent avec le besoin de l'entreprise. Généralement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'AVM est la cible de cette politique et non pas la LUN, comme ce que je vous ai expliqué par rapport à l'architecture traditionnelle côté stockage. Donc, je peux donner un exemple. vSAN, il offre des politiques pour protéger une machine virtuelle. Donc, si j'applique la faute FTT 1, donc ça veut dire que je peux tolérer un serveur sur les 3 ou sur les 4, jusqu'à 64 serveurs, qui peut être défaillant, d'accord? Et je garde toujours l'accès à mes datas, d'accord? Donc ça, c'est une politique qui va redonder les datas sur les serveurs, pardon, sur les disques des différents serveurs. C'est les serveurs dans ce cas-là où les nœuds ils sont considérés comme des fault domains ou là, domaines de défaillance, donc qui vont être bien sûr la base de gestion de vSAN en termes de distribution des datas. Que la machine virtuelle sera répliquée en deux pour assurer si un serveur tombe en panne, les datas de la machine virtuelle sont intactes et il est toujours disponible sur le cluster. D'accord? Deeply integrated with the VMware stack, donc ça veut dire qu'il y a une intégration au niveau du noyau et il est bien sûr la base de gestion du stockage avec la gestion du CPU mémoire depuis un seul point d'administration de gestion qui est vCenter. Il est vraiment intégré d'une manière très forte avec toutes ces solutions. Je donne un exemple. Le Virtualized Operation Manager qui généralement l'outil ou la solution donc, de supervision de monitoring de la performance et de la capacité consommée au niveau de votre cluster ou hyperviseur, il s'adapte énormément, il s'adapte avec du vSAN. Donc, on a donc des statistiques, des tableaux de bord, généralement, qui sont concentrés sur ce qui se passe côté vSAN. D'accord? Donc, il y a une homogénéité énorme entre les différentes couches ou les différents softwares et solutions qui sont proposés par VMware.
et en fin de compte, le client va tirer profit de l'ensemble de ces solutions et de l'ensemble de cette cohérence et de homogénéité donc par rapport à ces plateformes. VMware offre du software HCI qui est leader sur le marché. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a la vision donc, globale sur la gestion de la machine virtuelle et sur la gestion d'un conteneur, bien sûr des applications qui tombent sur des conteneurs, qui sont développées sur des conteneurs. Donc, la cohérence et l'écosystème énorme donc, de VMware, et il permet à cet éditeur d'avoir vraiment une place de leader sur le marché. Il a plus que 400 public cloud, d'accord, l'ouverture à travers les opérations il est ouvert à plus que 400 public cloud. Il offre principalement des opérations cohérentes au niveau de l'infrastructure, donc chez les clouds publics ou les providers de services, comme il peut bien sûr fournir le même service pour les clients ayant donc des plateformes à échelle moins importante. Donc, chez eux, on est on-premise et au niveau de leur entreprise. Il intègre bien évidemment le Tanzu, d'accord, et bien sûr les plateformes de conteneurs qui sont bien sûr qui s'adaptent aux besoins donc, des développeurs et des sociétés de développement qui souhaiteraient avoir évidemment donc, un gestionnaire de plateforme donc, de développement sur place avec donc une gestion minimum côté développeur et une gestion plus importante côté administrateur IT, d'accord, pour fournir un service très intéressant aux développeurs et aux sociétés de développement. Donc ça représente tout simplement la notion donc d'écosystème qui est très très riche chez VMware et que vSAN et vSphere donc on profite pour pouvoir donner une solution standardisée chez tout le monde pour une bonne appréciation et pour avoir des résultats intéressants donc sur leur plateforme, quoi. Donc, l'infrastructure virtuelle, il passe par des étapes, d'accord, à votre rythme. Donc, vous pouvez, vous avez déjà commencé par la mise en place en fait de vSphere, d'accord. Vous avez donc touché l'importance et l'avantage ou les avantages de vSphere. Là, on rajoute du vSAN, d'accord, pour arriver à ce corps HCI, Hyperconverged Infrastructure, donc qui offre une agilité, une flexibilité énorme donc pour mettre en place et héberger vos charges de travail. Puis, vous pouvez passer à votre Cloud Foundation. Donc, c'est un pack qui contient donc, plusieurs licences par rapport à vSphere, vSAN, NSX, l'automatisation, l'orchestration et bien sûr la gestion des opérations. Et bien sûr la gestion donc, de cloud avec une intrinsèque sécurité qui touche toutes les couches donc, de software que vous avez sur votre plateforme. Donc, une fois arrivé au Cloud Foundation, ça veut dire que vous pouvez gérer votre cloud privé au service de votre client interne de l'entreprise. D'accord? Et en arrivant à ce stade, donc, vous allez pouvoir, bien évidemment, passer à la gestion de cloud hybride. Donc, tirer profit de votre cloud privé, d'accord?
et aussi passer au cloud public qui est bien sûr cohérent, homogène, avec les mêmes solutions qui tournent, que ce soit chez vous ou chez le cloud public, là où les charges de travail peuvent circuler, se déplacer entre les deux environnements d'une manière flexible et sans aucun obstacle pour améliorer encore plus donc le rendement de votre département IT, avoir une rapidité en termes et une réactivité rapide en termes de réponse aux besoins de l'entreprise, aux besoins donc, du marché, et donc ne pas payer une infrastructure physique énorme, mais payer à la consommation, donc comme vous le connaissez. Et donc l'exemple, c'est VMware Cloud on Amazon Web Services, qui est bien sûr un partenaire de VMware côté cloud public. Scale out, donc vous pouvez commencer par donc, la notion donc, de cluster avec 3 nœuds, d'accord? Avec 3 nœuds, vous pouvez bien sûr commencer à gérer votre solution d'hyperconvergence, qui inclut bien sûr vCenter, la gestion CPU mémoire et la gestion du disque. Remarquez ici que vous avez sur du vSAN donc des disques SSD, d'accord, sur les serveurs. Donc, excusez-moi, il s'agit quoi? Ah oui. Donc, ça, c'est un nœud, pardon, un cluster de 2 nœuds, d'accord? Avec un cluster de 2 nœuds, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer à gérer votre vSAN et héberger vos machines virtuelles et gestion de conteneurs. Donc, sur les disques SSD que vous voyez sur le slide, donc, il y a des datas des machines virtuelles, ce sont les fichiers de la machine virtuelle. Les fichiers de la machine virtuelle sont distribués avec des politiques mises en place par vSAN et qui assurent en fait la protection, la disponibilité et la performance de votre machine virtuelle selon le besoin. D'accord? Pour augmenter votre capacité, vous pouvez bien sûr rajouter en scale-out des serveurs. D'accord? Quand vous rajoutez des serveurs, vous rajoutez des disques dessus SSD, bah, automatiquement vous augmentez la capacité de votre data store vSAN. Et voilà, c'est assez simple. C'est comme ce que vous faites quand vous rajoutez bien sûr des serveurs à ESXi, d'accord, à vos clusters. Donc, c'est pratiquement la même chose, c'est de la même manière, on parle du vSphere, et là, donc, on active vSAN qui va redistribuer, d'accord, sur l'ensemble des serveurs, en respectant bien sûr la notion de fault domain, d'accord, les domaines de défaillance, ça veut dire les serveurs, pour respecter cette notion de politique mise en place par les administrateurs afin donc d'arriver à un service assez intéressant qui protège, qui donne la disponibilité, qui donne de la performance à vos charges de travail. Donc ça représente donc une évolutivité en scale-out. Voilà, scale-up. Oui. Scale-up, ici, c'est pratiquement de rajouter des disques carrément par serveur, d'accord, sans passer par l'ajout de serveurs dessus. Donc, il y a de la place pour les disques SSD ou pour les disques HDD. Vous pouvez ajouter des disques dessus automatiquement. Donc, vSAN va sentir, il va détecter les nouveaux disques et va vous donner la main pour, bien sûr, les paramétrer à se rajouter au niveau vSAN, comme vous pouvez le faire d'une manière automatique. Il suffit juste de mettre en place la politique nécessaire et de passer par la bonne configuration. Voilà. Ce qui est intéressant au niveau de la nouvelle version, c'est que pour certains clusters, vous pouvez présenter des data stores ou des clusters data store vSAN pour des clusters data store vSAN qui ont besoin du stockage. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vSAN Scales Capacity Across Cluster in a Mesh. Donc, ça représente un point intéressant que vous pouvez, bien sûr, exploiter
avec les nouvelles versions pour pouvoir donc présenter depuis un cluster sans data store un autre cluster pour plus de stockage. Donc ça, ce sont des nouveautés qui sont assez intéressantes vis-à-vis de certains cas d'usage. Donc généralement, si la personne ne cherche pas à investir sur d'autres disques ou sur d'autres environnements, sur d'autres serveurs, et il a d'autres data stores, d'autres clusters, donc il peut bien évidemment donc, tirer profit et bien sûr travailler momentanément le temps d'investir sur une plateforme dédiée du stockage, d'accord, sur le cluster représentant un manque en termes de stockage. L'optimisation en termes donc, de lecture-écriture, la prise en charge de Artificial Intelligence et Machine Learning au niveau de vSAN. Donc, il y a la notion de Machine Learning au niveau de vSAN qui lui permet de sentir et de voir tout ce qui se passe et faire de l'apprentissage côté opération et côté, bien sûr, consommation, pour qu'à la fin, il va donner des tendances de consommation et des tendances de performance sur votre vSAN. D'accord? Avec de l'artificial intelligence qui lui permet en fait de exploiter ce qui a été appris, ce qui a été donc, compris au niveau en fait donc, de la plateforme. Il peut s'adapter dynamiquement avec les besoins de l'entreprise sans bien sûr intervention manuelle. Donc c'est généralement, il va s'adapter avec les besoins de l'entreprise d'une manière dynamique tout en exploitant ce qui a été déjà appris à travers bien sûr le machine learning qui voit tout au niveau de votre vSAN et votre environnement du stockage. Pourquoi? C'est pour la question d'optimisation. Parce que généralement, quand on parle donc de VMware, au début, il avait comme point à développer, c'est l'aspect optimisation de la performance, ou bien chercher la meilleure performance possible pour tirer donc la meilleure performance possible au niveau de votre plateforme. Cela est possible à travers en fait ce que vSAN peut permettre d'avoir actuellement, parce que à travers le AIML, donc ça permet donc d'avoir un apprentissage préalable au niveau de votre environnement et voir également les besoins donc des machines virtuelles et des conteneurs et des charges de travail en général pour qu'à la fin, il peut leur donner ce qu'ils cherchent donc d'une manière dynamique en fonction de ce qui a été donc déjà fait par rapport à ces paramètres assez intéressants. Donc, en termes de lecture et écriture côté stockage, vous pouvez tirer profit, vous pouvez bien sûr avoir un ensemble de mécanismes qui se font en arrière-plan d'une manière automatique et répondre aux besoins de l'entreprise. D'accord? Skyline, VMware Skyline, c'est un support qui offre plusieurs avantages. Donc, c'est un support qui se base essentiellement sur de l'apprentissage, d'accord? Un mécanisme d'apprentissage également pour détecter au préalable toutes les défaillances qui peuvent arriver et rendre votre plateforme défaillante, quoi. D'accord? Donc, Skyline, c'est une option qui voit et qui s'interagissent avec Virtualized Operation Manager pour prendre et avoir conscience de tout ce qui se passe au niveau de votre plateforme et vous notifier par rapport aux problématiques qui peuvent arriver donc, au niveau de la plateforme. Bien sûr,
il va vous donner des tâches, il va vous proposer des tâches pour régler le problème, comme vous pouvez bien sûr le faire d'une manière manuelle ou automatique pour régler ces problèmes au préalable avant l'apparition donc, du vrai souci qui va arriver dans quelques jours. Donc, généralement, si je donne un exemple, de mémoire, saturation de mémoire. Il voit que la tendance de consommation de mémoire sur les charges de travail, il représente donc des défaillances où il va être saturé très prochainement, au bout de quelques jours, donc je peux dire 15 jours par exemple, il va vous donner une notification, il faut faire attention, il faut faire les optimisations nécessaires au côté mémoire sur l'application telle, sur la machine telle, etc., etc. Et par conséquent, au lieu donc, d'être précompté donc, ou rencontrer le problème, être face au problème, vous allez le régler avant son apparition. Cette manière de travailler et cette solution, généralement, les clients ont trouvé que c'est très, très bénéfique pour eux d'avoir ce genre de solution, de technologie, parce que ça leur évite beaucoup de problèmes avec les utilisateurs finaux. Donc, vous voyez que sur le slide, Skyline, donc, il permet donc de faire gagner aux entreprises jusqu'à 1,55 million de dollars en termes de coûts annuels, donc en termes de business. Ils ont évité à perdre 1,5 million de dollars annuellement grâce à ce support, à cette option de support. 60%, donc grâce à la résolution de problèmes d'une manière proactive, 60% de disponibilité et d'erreurs de performance ont été réglées, d'accord? Donc, grâce à ce Skyline bénéfice. Donc, bien sûr, VSAN, on peut tirer profit puisque c'est un paramètre ou bien on peut dire, fonctionnalité ou bien une option qui est valable côté VSAN et côté vSphere également. Et côté, je pense, voilà. D'accord. vSphere et NSX et vSAN, Everlast Operation Manager, sont les produits, et même Horizon, qui peuvent tirer profit de ce Skyline, donc support. 545 heures de productivité qui a été, bien sûr, gagné en termes, bien sûr, de productivité. D'accord. Ça veut dire que les équipes ont gagné 545 heures annuellement qui vont la consacrer à d'autres activités beaucoup plus intéressantes et qui vont bien sûr toucher la rénovation, par exemple, l'amélioration de la plateforme, etc., etc. Donc, auparavant, ils la perdent tout simplement à travers en fait les helpdesk, à travers le dépannage des problématiques et des problèmes de la plateforme. Donc, vous voyez que ça représente bien sûr des points intéressants également que vous pouvez exploiter sur votre plateforme VSAN pour pouvoir généralement avoir une solution, une plateforme hautement disponible avec de la résolution de problèmes d'une manière proactive. Donc là, ça représente sur ce slide les applications assez critiques qui sont hébergées sur des plateformes VSAN. Donc là, on ne parle pas de lab ou training ou test ou VDI. Là, on parle de BI Analytics. 62% des clients ayant VSAN, ils hébergent donc du BI, de l'analytics et du Tier 1 prod, bien sûr, des solutions ML/AI, donc Machine Learning, Artificial Intelligence, des gestionnaires de conteneurs et microservices, donc 46%,
disaster recovery 40%, test et dev, etc. Donc, vous voyez que les gens ils font confiance depuis des années à Vsan, d'accord? Ils hébergent bien sûr des applications qui sont assez critiques sur leur. C'est pas ils font confiance, mais ils ont tendance à aller vers Vsan parce qu'ils offrent plus de performance, plus de haute disponibilité, de protection à travers la redondance, donc, et la simplification donc, de l'administration et des tâches quotidiennes, ainsi que le coût minimum avec lequel ils peuvent avoir et procurer en fait une plateforme Vsan. Voilà, donc ça c'est toujours dans le cadre de la même explication par rapport aux applications qui sont hébergées au niveau des plateformes Vsan et Vvol. Donc, rappelons que Vvol, donc on va en parler, c'est une solution de software defined storage, également développée par VMware, mais qui a le même principe, c'est de s'intéresser à la machine virtuelle d'une manière granulaire pour appliquer donc des politiques de gestion de stockage, d'accord, avec, avec des serveurs, des baies de disques externes, que ce soit la NAS ou SAN, on va en parler. Mais l'idée ici, je reviens à ce slide, c'est pour vous dire que pratiquement tous les business critical, le cloud native next generation application, les plateformes de développement et les partenaires de persistent storage, ils sont adaptés et sont compatibles. Ils travaillent en étroite collaboration avec VMware. Et au niveau vSAN, ils sont compatibles à 100%. Et les gens donc, les hébergent d'une manière très simple. Là, je peux dire que VMware, ils sont sur du vSAN. Google, généralement, donc, il va sur du vSAN. Airbus également, il a sur du vSAN. Donc, pratiquement, donc, pas uniquement côté test ou dev, mais certains clients qui sont très, très donc gigantesques, ils font bien sûr héberger leur data center avec du stockage de type vSAN ou de type hyperconverged infrastructure. Ça, c'est la segmentation, donc entry, mid-range, high-end. Vous voyez que l'évolution de 2020 jusqu'à 2024, il voit pratiquement donc une grande un passage donc très très fort vers de l'hyperconverged. Et vous voyez que ici donc la grande amélioration donc de l'hyperconverged, c'est côté HCI, c'est côté vSAN, c'est côté HCI en généralement 14 milliards de dollars en 2024 qu'on prévoit avoir donc avec les clients, avec plus de clients qui adaptent ou qui adoptent en fait ces solutions, jusqu'à 20 000 clients qui vont vers de l'hyperconverge au lieu d'aller vers le stockage traditionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la base de moderniser votre plateforme et aller vers des technologies récentes, des technologies donc, compatibles et qui s'adaptent avec le marché et le besoin du marché. D'accord. Donc, vSAN, vous voyez que le software vSAN, donc par rapport à l'hyperconverged, VMware est leader sur le marché avec 40,2% des solutions qui exécutent VMware vSAN. D'accord. Donc, Nutanix 25,1%, Cisco avec le reste of market, le reste du marché. Donc, ça représente bien sûr une partie très très importante en termes d'adoption donc, de cette solution. Pourquoi? Parce qu'ils voient généralement que la solution apporte beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices en termes de coûts, en termes d'administration, en termes de compatibilité, en termes de modernisation en fait, de la plateforme IT. Donc, c'est la raison pour laquelle
et surtout parce que vSAN s'appuie sur vSphere qui est généralement vulgarisé au niveau du marché de l'IT, de la virtualisation. Donc, les compétences qui sont présentes au niveau de l'entreprise, ils peuvent aller directement sur du vSAN rapidement avec une journée de formation. Donc, avec des notions de base, ils peuvent s'adapter rapidement donc, à vSAN. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que il y a assez de clients qui vont vers VMware vSAN que d'autres solutions. Sur le Gartner, vous voyez que VMware également, il a une place de leader sur le marché et qui l'occupe depuis des années. D'accord. On n'a pas encore cité en fait la notion donc, de LED Notes donc, avec l'écosystème. Donc, l'écosystème de VMware, donc, il présente en fait une 15 partner servers qui sont associés ou qui sont partenaires avec VMware côté vSAN pour présenter en fait des solutions physiques et des appliances physiques donc, sous forme de Ready Notes. Les Ready Notes, ce sont généralement des plateformes déjà testées, déjà préparées pour recevoir vSAN et de l'hyperviseur avec la prise en charge des prérequis de compatibilité et bien sûr la prise en charge des API nécessaires pour pouvoir donc, héberger les machines virtuelles, les conteneurs, les charges de travail en général sur la plateforme d'une manière efficace. Donc, les Ready Notes, donc ça représente un slide intéressant puisqu'il liste les principaux acteurs et partenaires de VMware côté Ready Notes. D'accord. Donc, le choix du client, il s'appuie sur différents points. Donc, si le client a besoin, donc il a déjà un partenariat avec un de ces 15 partenaires, donc Lenovo, Toshiba, Ericsson, Dell, donc EMC, etc., Hitachi, etc. Donc là, il peut bien sûr aller vers les Ready Notes qui sont donc offerts par ces partenaires. Donc, à travers ces Ready Notes, il va être sûr que sa plateforme va être bien sûr hébergée d'une manière efficace, correcte et donc intéressante au niveau de la plateforme physique, de l'appliance physique ou le Ready Notes. Généralement, il offre une solution personnalisée, ils sont certifiés, ils répondent à plusieurs cas d'usage. D'accord. Ils peuvent même vous donner une plateforme taillée sur le besoin de votre entreprise ou de votre département. D'accord. Donc, ça, c'est un point intéressant. Si vous passez à d'autres Global Partner Appliances, donc tel EMC, Hitachi, HPE, Lenovo, Fujitsu, les 5 grands partenaires Global Partner Appliances, là, vous êtes sûr que vous êtes sur un Ready Notes ou du matériel qui vous permettra également donc, la notion donc, d'offrir le support, un seul point de support, que ce soit pour VMware ou pour le matériel. Donc, pas la peine de vous casser la tête avec différents intervenants pour la gestion de vos incidents. D'accord. Donc, c'est une approche très simple pour la gestion du HCI. D'accord. Vous êtes sûr que c'est testé, donc ça ne va pas poser un problème. Vous êtes face à des partenaires vSAN qui sont prêts à résoudre vos problèmes, donc niveau 1, niveau 2, d'accord, et bien évidemment donc répondre d'une manière très rapide à vos besoins en termes de configuration, donc de support, etc., etc. Avec bien sûr des outils qui sont adaptés à vos besoins, bien évidemment, qui sont offerts par ces Global Partner Appliances. Puis le Dell EMC, on sait très bien que VMware fait partie de Dell et Dell fait partie de VMware. Donc, c'est Jointly Engineered System. C'est pratiquement avoir les mêmes avantages que j'ai cités avec les autres partenaires, avec un plus qui est bien sûr réservé pour la maison, quoi, pour Dell, qui est donc représenté donc,
un niveau supérieur du support, c'est le niveau 3. C'est plus rapide, donc moins de problèmes. Généralement, ce qu'on appelle donc les dynamiques VxRail de Dell, donc ça est généralement une approche qui est pour les partenaires de Dell ou les partenaires Dell EMC. Donc, ils peuvent aller vers ce choix en termes de Reading Notes. Vous avez également donc VMware Manage de côté cloud public et cloud privé. Donc, vous avez des partenaires tels que Amazon Web Services qui offrent du cloud public, qui a pratiquement les mêmes technologies, les mêmes solutions que ce que vous aurez à héberger côté vSAN avec les nouvelles versions. Donc, pratiquement, c'est la même plateforme, les mêmes conditions de travail, la même chose, avec bien sûr un niveau de compatibilité très, très élevé pour héberger vos charges de travail. Dell Technologies Cloud, VMware Cloud on Dell IMS, donc ça, c'est du cloud privé, d'accord? Donc ça, généralement, donc, il est adapté également à ce genre de traitement côté cloud privé. Donc, les autres providers cloud tels que IBM, Oracle Cloud, VMware Cloud Provider Program, donc ça veut dire donc aller vers d'autres types de cloud, d'autres fournisseurs de cloud. Et vous pouvez bien sûr s'appuyer sur ce genre de partenaires pour pouvoir héberger donc efficacement vos charges de travail, ainsi que donc d'avoir une solution et qui voit votre vSAN, votre environnement comme le leur, d'accord, ainsi que le cloud que vous allez pouvoir donc faire la location, ou vous pouvez faire la location, c'est le vôtre également. Donc c'est pratiquement une extension de votre plateforme interne, on-premise, vers donc le cloud externe ou le cloud public avec ses partenaires de VMware. Donc Vivol, on arrive à Vivol. Donc c'est une solution également donc de hyperconverged infrastructure. C'est du software defined storage. C'est pratiquement arriver à gérer donc le stockage d'une manière software defined. Quand je dis software defined, ça veut dire que vous êtes focalisé sur la VM, sur le disque virtuel de la VM, au lieu de se focaliser sur le stockage ou sur la LUN. D'accord? Ça, c'est déjà dit et censé être bien clair. vVol, donc vous le voyez sur le slide, il voit vSphere, il voit les politiques de storage comme de la même manière que vSAN. Sauf qu'il applique tout ça sur des serveurs ou des baies de disques externes de type SAN ou NAS. D'accord? Donc ça représente bien sûr une alternative pour avoir du software defined storage avec des baies de disques externes. C'est quoi l'avantage? C'est que tout simplement, moi, je veux que mes politiques soient appliquées au niveau de la machine. Je veux augmenter, après quand je veux augmenter la vitesse, je veux donner de la protection, je veux donner de la haute disponibilité à ma machine virtuelle, à mon disque virtuel, je vais adopter du software defined avec vVol, même si j'ai des disques externes ou des baies de disques externes. D'accord? Donc, bien sûr, l'écosystème, il le permet puisque c'est supporté sur pratiquement tous les vendeurs des baies de disques actuellement. D'accord? Il y a des cas d'usage qui sont qui sont pertinents par rapport à vVol et qui demandent vVol au lieu de demander autre chose. Donc, derrière, vous avez d'autres alternatives, d'autres solutions qui sont sur le même pied d'égalité en termes de gestion de l'hyperconvergence ou de software defined storage, mais physiquement, ils sont sur des contextes différents. Ça représente le Cloud Foundation. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez que la machine virtuelle, elle a plusieurs mécanismes de traitement derrière. D'accord?
la machine virtuelle est hébergée sur des serveurs, des serveurs physiques, ou, voilà, donc avec des hyperviseurs vSphere qui sont gérés avec du stockage de type software defined avec vSAN. Et le côté réseau sécurité, on a la notion de NSX avec, bien sûr, le Cloud Automation and Operation pour automatiser, orchestrer et donc gérer la performance et la capacité d'une manière automatisée, d'une manière très claire, donc une visibilité très importante. Donc, le Cloud Foundation, il est assez intéressant, la 4.0, comme version. C'est la base de votre cloud privé. Donc, il y a ceux qui sont sur des phases donc, au début de la modernisation de leur plateforme, et il y a ceux qui sont sur des stades avancés, d'accord, pour l'adoption de vCloud Foundation ou de Cloud Foundation. Donc, aller vers le Cloud Foundation, il y a plusieurs avantages également. C'est pratiquement automatiser, orchestrer toutes les tâches de la virtualisation de votre entreprise. Donc, automatiser l'ensemble de ces éléments. Donc, ça nécessite bien évidemment la mise en place et de paramétrer plusieurs solutions, d'accord, vSphere, vSAN, NSX, avec du Cloud Automation et Operation. Et tout ça, donc ça va être dans le cloud privé, comme il peut bien sûr être entre cloud public et privé, c'est le cloud public et le Edge. Accélérer votre voyage vers le cloud hybride, il passe par, bien sûr, toutes ces étapes. On a cité l'aspect vSphere. J'ai commencé avec l'explication vSphere. Tout le monde est familiarisé avec vSphere. Je peux donc virtualiser mon CPU, mes mémoires, donc, et je les présente à mes VM et à mes conteneurs. Donc, à travers, bien sûr, vSphere, votre data center, il est cohérent et ça vous permet en fait de faire toutes ces tâches d'une manière assez simple, puisque l'interface vCenter simplifie énormément la gestion de ces éléments CPU mémoire. D'accord? Puis, je rajoute vSAN en activant vSAN sur le cluster. Donc, l'hyperviseur va avoir une autre responsabilité, un autre rôle, c'est que le stockage va être bien sûr visible et donc détecté d'une autre manière pour offrir à la machine virtuelle donc des politiques qui s'intéressent à elle, d'accord, et pour que la machine soit donc la mieux adaptée possible aux applications qui tournent au niveau de votre environnement. Je ne vais pas citer que la machine virtuelle, je vais citer également les conteneurs, puisque là, donc, les conteneurs également sont assez intéressants pour les développeurs, pour les systèmes, donc les sociétés de développement. Donc, ils peuvent bien sûr héberger leur plateforme au niveau de vSAN, vSphere. Donc, c'est pareil, comme ce que vous connaissez au niveau des machines virtuelles, c'est les mêmes avantages pour les conteneurs. Bon, surtout pour la partie gestion de stockage et gestion de sécurité. Donc, la couche réseau la couche Layer 2 to Layer 7 au niveau des plateformes de virtualisation sont virtualisées à travers du NSX qui offre bien sûr la gestion automatique du réseau à travers bien sûr toujours des politiques et aussi la cohérence en termes de sécurité à travers les différents clouds, donc cloud privé, cloud public, qui sont généralement là. Donc, l'objectif d'hébergement que la majorité des clients trouvent intéressant à adopter au niveau de leur plateforme. En termes de management, donc un management très simple sur plateforme privée, sur plateforme cloud, avec un niveau de performance intéressant. Donc, côté, bien sûr, gestion de data center avec moins d'efforts. Et moins d'efforts, quand je dis moins d'efforts, c'est intégrer également l'aspect automatisation.
Donc, toujours la notion donc, de container et gestion de container. Donc, Tanzu Integration, c'est la gestion de cluster container au niveau VMware. Donc, les solutions ou les sociétés en général de développement, ils ont trouvé que aller vers les conteneurs, ça nécessite bien évidemment des compétences assez élevées pour la gestion de containers et gestion de l'infra. Donc, VMware a permis à ce genre de société, à ce genre de tâches, d'activités, de faire le travail à leur place. Donc, il y a déjà des équipes System Administration qui sont sur place. Il suffit juste de leur rajouter donc, des licences pour activer la gestion des conteneurs au niveau de leur plateforme et ça va permettre tout simplement donc, à ces entreprises d'avoir des développeurs qui sont concentrés sur leur code, sur la programmation, sur la gestion des applications développées, au lieu de se focaliser ou de perdre donc plus de temps sur l'aspect manageable ou management de la plateforme elle-même. D'accord? Donc, vSAN, il offre pratiquement cette plateforme. Donc, vSAN, quand je dis vSAN Data Store, c'est qu'il est adapté, compatible avec la gestion des conteneurs offerts par vSphere. Donc, il y a une homogénéité entre ces différentes solutions pour qu'à la fin, les conteneurs et les applications peuvent être hébergés donc d'une manière efficace sur leur plateforme. Donc, là, en termes, bien sûr, d'administration, Single User Interface pour multiples orchestrators et, bien sûr, Filtering Capabilities. Donc, vous voyez que là, les administrateurs ont des outils pour le management des conteneurs. Donc, en termes de conformité, en termes de remédiation des conteneurs ou des volumes conteneurs, etc. Avec vSAN, donc, il vous permet d'aller donc, vers des solutions ou des activités ou des tâches assez intéressantes pour la gestion des conteneurs. Donc, il y a un accès direct au volume, aux propriétés volume. Il y a une visibilité très, très claire par rapport aux data, par rapport au data store, et par rapport au déplacement des data au niveau des data stores. Donc, une gestion unifiée côté bloc, côté file, côté fichier. D'accord? Donc là, ça représente bien sûr donc, le mode de traitement qui s'adapte à tous les types de stockage mode bloc ou stockage mode fichier. Et bien sûr, chercher la conformité, d'accord, à travers les politiques que vous pouvez mettre en place au niveau vSAN et qui visent à répondre efficacement aux besoins des développeurs et bien sûr des gestionnaires des conteneurs. On peut rajouter ici que depuis septembre 2020, vSAN Data Persistence Platform a été annoncé par VMware. L'idée à travers ça, c'est d'intégrer également des services supplémentaires qui sont dédiés et qui sont développés par des solutions tiers. D'accord, c'est ce qu'on appelle Modern Stateful Services. Donc là, il y a le Cloudian, DataStax, Dell Technologies, Minu, qui sont au service de la plateforme vSAN, vSphere, d'accord, pour donner plus de features et d'options aux gestionnaires de containers, d'accord, pour généralement plus d'automatisation ou une gestion très efficace donc, de certaines tâches, d'accord, notamment l'automatisation du déploiement, de l'évolutivité de votre plateforme vSAN, l'intégration donc, des solutions donc, de monitoring, d'accord, la gestion des opérations et la reconnaissance des infrastructures d'une manière très, très pertinente et très poussée, quoi. Et bien sûr, Direct Configuration vSAN,
depuis à travers ces features. Il y a également donc l'intégration de Kubernetes API qui vont être bien sûr intégrés avec l'ensemble de ces solutions ou ces Modern Stateful Services afin donc de répondre efficacement aux besoins des gestionnaires de containers à travers des services qui vont améliorer encore plus le besoin donc de gestion des conteneurs. Donc, moderniser ça va être notre dernier slide. Merci pour votre, bien sûr, patience. Moderniser votre business avec du ACI maintenant est très simple. Il suffit juste de mettre en place un VMware ACI Assessment. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de détecter toutes les possibilités d'amélioration, les possibilités de migration vers vSAN. Donc, avant, bien sûr, de passer à vSAN. D'accord? Ça vous donnera une idée générale sur ce que vous pouvez gagner donc à travers vSAN, à travers un simple outil d'assessment qui est mis à votre disposition. Donc, les partenaires de VMware sont déjà certifiés pour qu'ils fassent cet assessment, pour qu'ils fassent bien sûr ce recensement au niveau de votre plateforme physique pour vous donner un tableau de bord ou un résultat, donc, ou un rapport qui présente les améliorations que vous pouvez avoir à travers vSAN. Donc, à travers cet assessment, vous pouvez donc avoir une idée sur ce que vous pouvez gagner en termes de total cost of ownership, et donc qui peut arriver jusqu'à 50% de réduction de coûts par rapport à votre investissement. Et donc, quelles sont les applications qui vont être plus adaptées donc au niveau vSAN, qui peuvent être susceptibles de tourner mieux au niveau vSAN, notamment bien sûr les Cloud Native Applications, comme je viens de vous expliquer, ou bien les applications que vous comptez mettre en place. Donc ça représente bien sûr donc une idée générale sur ce qui va arriver, donc d'une manière souvent d'étude, et ça facilite la tâche pour la prise de décision et pour passer à l'acte à travers cet outil. Donc ça représente également des points qui vont être améliorés une fois où vous allez mettre en place l'hyperconvergence infrastructure. Donc, c'est adopter une infrastructure moderne, une infrastructure qui répond efficacement à l'ensemble des technologies que vous allez pouvoir mettre en place au niveau de votre plateforme, et aussi s'adapter avec le cloud public, donc qui est considéré comme un point avantageux pour ceux qui veulent aller vers le cloud public. D'accord? Donc, je vous remercie et bien sûr, je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez des questions. Super. Au nom des participants, je te remercie infiniment, Adil, pour la présentation. Merci. Voilà. Pour Merci. les questions, donc on est prêt à recevoir les questions, donc soit via chat, sinon vous pouvez prendre le micro si vous avez des questions. Il y avait une question au début. Quels sont les protocoles offerts par vSAN? vSAN, c'est donc quand on dit protocole, c'est pas la même chose que le protocole SAN ou NAS. D'accord? Donc, c'est un protocole vSAN, c'est un protocole vSAN dédié, d'accord, qui va permettre en fait de gérer la gestion du stockage ou la redondance entre les différents disques internes sur les serveurs. Donc, c'est un protocole dédié vSAN. D'accord? C'est un protocole dédié vSAN et non pas du SAN ou de NAS
comme on fait la confusion parfois. Donc, il n'y a pas de protocole NAS au niveau vSAN, c'est un protocole dédié vSAN, il s'appelle vSAN, donc c'est un protocole vSAN, quoi. Ok. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est entre nous, donc pas de souci. Oui, Amine, j'ai une petite question. C'est Adil. Bonjour. Oui, Roya, Merci pour je votre présentation. je vous Alors, en prie. actuellement, je gère pour un client un cluster VxRail, donc, avec un nœud de 3, avec un cluster de 3 nœuds. La version actuellement de vSphere est la 6.7 et j'aimerais bien avoir une idée sur comment je peux migrer ou faire un upgrade vers la version 7.0. Donc, l'upgrade vers la 7.0, c'est un upgrade vSphere. Vous voyez ce que je D'accord. veux dire? Donc, c'est Ouais, comme si vous pensez upgrade vSphere. Donc, l'upgrade vSphere, il passe principalement par déjà migrer ou passer à la version 7 de vCenter. d'accord. Donc, et après, penser à migrer ou à passer à la version 7 donc de vSphere à travers l'Update Manager. Ouais. Donc, il n'y a SX. plus d'Update Manager, c'est Lifecycle Manager actuellement, Ouais, voilà, donc c'est le SX qui va vous ouais, permettre à travers, bien sûr, si vous êtes sur des solutions, donc Enterprise Plus, donc si vous êtes sur l'Enterprise Plus, il va gérer tout ça d'une manière automatique parce qu'il va évacuer toutes les machines de ce serveur, il va le mettre en- en stand-by, puis le mettre à jour avec la dernière version, la version 7, et puis évacuer les machines virtuelles des autres serveurs qui vont subir la même chose, la même opération. Donc d'accord. ça représente. Puis pour le data store, ça veut de soi, puisque vSphere, il inclut, donc c'est le noyau, vSAN, il fait partie du noyau vSphere, donc il va être mis à jour avec la mise à jour de vSphere. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Les questions? Ok, donc pas de questions. Je vais juste partager mon écran pour passer Mhm. à la dernière étape et comme ça on peut libérer les participants. D'accord, avec plaisir. Je vais partager mon écran. Mhm. Alors, j'invite les participants à accéder au site Kahoot ou bien à l'application Kahoot, comme ça pour participer à un petit quiz, enfin, faire gagner quelques. D'accord. Donc, je vous invite à accéder au site kahoot.it et mettre ce code PIN. Ok, 3 participants. Je vois entre-temps, il y a une question sur le chat. Est-ce que le vSAN est disponible pour une période trial pour que je puisse l'utiliser dans mon lab? Donc, toujours pour voilà, généralement, les solutions VMware. Vous m'entendez? Oui, 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 on oui. vous entend. Oui, Oui. Voilà. Donc, pour les solutions VMware, il y a 60 jours
d'accord? Donc, de licence d'évaluation pour l'ensemble des solutions VMware. Donc, vous pouvez bien sûr tester toutes les options donc, de vSAN pendant 60 jours. Après les 60 jours, vous êtes bien sûr amené à ajouter une licence pour activer votre solution. Ok, 9 participants. Allez-y, le reste. Hum, donc, la question toujours, est-ce que deux nœuds, oui, mais bon, il faut avoir en fait un témoin. Il faut penser à avoir un témoin. Donc, c'est pas un serveur, mais bon, genre d'adresse IP atteignable. Et bien sûr, donc, c'est pas une adresse IP uniquement, c'est une machine virtuelle que vous allez pouvoir télécharger sous forme de virtual appliance, avec laquelle donc vous allez l'héberger donc sur un autre site ou sur une autre plateforme et qui va jouer le rôle de témoin, d'accord? Puisque derrière, ce qui est important à savoir au niveau de configuration vSAN, si vous êtes sur deux nœuds, il faut avoir un témoin, ça veut dire une machine virtuelle qui va jouer le rôle de troisième serveur, et c'est elle qui décide, et c'est elle qui fait en fait donc, euh, donc la balance. Est-ce que le serveur 1 ou le serveur 2 qui est disponible? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec deux serveurs, ça va être, c'est possible, mais il faut penser à rajouter la virtual appliance, donc témoin, que vous pouvez avoir depuis le site de VMware. D'accord. Donc, on va commencer le petit quiz pour ne pas tarder. Alors, on commence. Le premier quiz, c'est quoi la solution HCI de VMware? Donc, est-ce que c'est NSX, c'est vSAN, c'est vSphere ou vRelease Automation? Donc, vous cliquez sur l'option correcte. Est-ce que c'est NSX, vSAN, vSphere, VRA? Donc, si réponse correcte, vSAN. Donc, bien sûr, c'est vSAN la solution HCI de VMware. Les points, donc, pour l'instant, Soufiane en tête, Hicham, Zian, Brahim, Youssef. OK. La question suivante, le nombre max d'hôtes dans un cluster vSAN. Est-ce que c'est 8, 16, 32, 64? Essayez de faire vite, répondre vite pour avoir plus de notes. Donc, 8 personnes donc, qui ont donné les réponses correctes. Donc, bien sûr, c'est 64 nœuds dans un cluster vSAN. Très bien. Donc, Méziane, on passe à la question suivante rapidement. Voilà. vSAN supporte une configuration à deux nœuds.
On vient de le voir. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, donc, comme Adil vient de l'expliquer, une configuration à deux nœuds avec un witness. Question suivante. Le classement plutôt. Voilà. Quatrième question. Est-ce que VSAN ne supporte que la configuration All Flash? Oui, alors VSAN supporte aussi la configuration hybride avec des disques SSD et HDD. Alors, le classement, toujours Méziane en tête et Hicham en deuxième place, Soufiane en troisième. La question suivante. VSAN ne supporte pas les clusters étendus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Très bien, donc effectivement, VSAN supporte les clusters étendus, donc pour des sites étendus. 8 personnes qui ont pu répondre correctement. Le classement, Abdelrazak, la troisième place, Soufiane, deuxième place, et la première place pour Mziane. Alors, félicitations. Je vous prie juste de m'envoyer vos coordonnées pour les trois gagnants afin que je vous envoie un petit cadeau offert par VMware. Je vous remercie toutes et tous d'avoir consacré ce temps et de participer dans cette session. Je remercie Adil. Et donc voilà, je vous donne un rendez-vous prochainement dans une autre session. Merci et bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vous tous. Merci. Merci. Bravo, Mziane. Merci, Saadil. Merci, Saadil. À plus tard. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard.